Bonjour et merci de nous rester fidèles pour cette émission. Toutes nos excuses pour ce grand retard. 4 sujets au menu de ce débat de presse avec les éditorialistes de la presse burkinabé. La libération de Jocelyne Elliott, la sortie de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, ce que le parti a qualifié de Togili à l'Assemblée nationale, la réaction du gouvernement sur l'affaire des Kolguego et ses groupes privés de sécurité, et le procès Hissène Habré. Pour discuter de ces sujets, les confrères ont fait le déplacement. D'abord, Soumaïla Rabo, rédacteur en chef de Savane FM. Bonjour Soumaïla. Bonjour Foussine. Merci de venir pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Ladji Bama, rédacteur en chef du journal d'investigation Les Reporters. Bonjour Ladji et merci d'être là. Troisième invité, Dacier de Bendouté de Radio Jeunesse. Bonjour Da. Bonjour Foussine. Et merci d'être là. Quatrième invité, Parfait Silga, rédacteur en chef du quotidien Notre Temps. Bonjour Parfait. Bonjour Foussine. Bernard Bougouma de Radio Omega nous rejoindra au cours de cette émission. Donc bonjour et merci vraiment de venir pour ce débat de ce matin. Premier sujet donc pour commencer, la libération de Jocelyne Elliott. On se rappelle, elle avait été enlevée dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier à Djibo, dans le nord du pays, en compagnie de son époux, le docteur Kenneth Elliott. Et samedi dernier, elle a été relâchée par ses ravisseurs au Niger. Et on le sait, le Niger a pesé de son poids pour la libération. Mais on peut aussi se demander, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Soumaïla Rabo. Pouvant en être autrement, peut-être oui. Oui. Vu l'âge de l'otage et puis vu le tollé que cela a soulevé. Oui, je pense que oui, ça aurait pu être autrement. Bon, comme on ne connaît pas toutes les motivations, mais là, je constate qu'elle a été libérée et pas le docteur Kenneth Elliott. C'est là qui fait qu'on se pose vraiment des questions. Et on se rappelle, si je ne m'abuse, que c'est le groupe en Sardine, oui, Al-Mouraboutoun, qui a revendiqué. Qui a revendiqué l'enlèvement du docteur Elliott et de son épouse. Moi, je sais que c'est des gens qui étaient très proches à ce qu'on dit de l'ancien président Blaise Compaoré et qui même ont bénéficié de sa protection à un moment donné, quand il était au pouvoir. Et je me dis qu'il est possible que l'ancien président ou même ses anciens bras droits utilisent des groupes terroristes comme ça pour continuer à empêcher de gouverner au Burkina. C'est en cela que je me dis, si l'épouse a été libérée et pas l'époux, c'est peut-être pour continuer à garder une certaine pression sur le Burkina et pour continuer à pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre la gouvernance ici et même pour garder certains intérêts sur le territoire burkinabé. Oui, sur le site de Al-Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb, ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient libérer la dame parce que le fait de prendre des otages féminins n'est pas dans leur stratégie ces derniers temps. Et donc, ils avaient promis de libérer la dame, mais pour son époux, il y avait des discussions. Il fallait un échange entre des prisonniers au Niger et puis le docteur Kenneth, ou au cas échéant, le Burkina devrait verser une rançon. Ladji Bama, est-ce que, à votre avis, cette requête peut aboutir? En fait, je vois que vous êtes dans des considérations morales, hein, parce que là, ces gens-là qui parlent, ils ne sont pas à ce niveau. Hein. Vous parlez de son âge, du tollé. Est-ce que ils s'en moquent éperdument, ces gens, moi je me dis. Parce que même le fait qu'ils disent après que non, ils n'ont pas l'habitude de prendre des femmes. Mais on ne leur a pas imposé la bonne dame en son temps. Ils sont venus la prendre, ils savaient que c'était une dame, et puis ils l'ont pris. Hein? Ils ne se sont pas rendus compte qu'elle était femme après l'avoir prise, mais ils sont venus, ils savaient qu'elle était une dame, et puis son mari, ils ont pris parti après. Bon. En fait, moi je crois que ces gens-là, en fait, ils se moquent bien de notre gueule en ce moment. Et comme Rabo l'a dit, il aurait pu en être autrement parce que ces gens, ils ont une logique qui n'a rien à voir avec nous autres, notre logique
morale et tout ça, c'est carrément autre chose. Peut-être qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient avoir, certainement. C'est que la plupart de ces gens de situations, des prises d'otages, ils prennent ça pour avoir de l'argent ou en tout cas une contrepartie. Mais le ministre burkinabé des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y a pas eu de rançon. Oui, ça a toujours été comme ça. On n'a jamais dit qu'il y avait rançon. Depuis qu'on existe, on n'a jamais vu cette prise d'otage où on a lâché l'otage et puis on a dit qu'on a toujours démenti. Mais on sait qu'en sous-main, il y a toujours eu quelque chose qui a été lâché. Sinon, ils ne vont jamais accepter de laisser l'otage. Ça a toujours été comme ça. Donc moi, ça ne me surprend pas. Oui. Et Dacier de Bendouté, les pays aujourd'hui ne versent plus de rançon souvent pour la libération. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères l'a dit. Est-ce que cette stratégie d'achèvement des réseaux terroristes, du financement du terrorisme peut être portée fruit pour la libération de l'époux de Mme Elliott? Je pense que non, à ce niveau, c'est pas vrai, les gens payent toujours les rançons. Et dire qu'il ne faut pas donner les rançons pour acheter les financements, c'est pas vrai. Parce que les réseaux terroristes, aujourd'hui en Afrique, il faut, si nous ne lions pas ces réseaux terroristes à l'impérialisme et au néocolonialisme, on a faussé l'analyse. Ce ne sont pas dans les mêmes contextes qu'en Orient. Et ces réseaux terroristes en Afrique, il faut avoir le courage de les dire, sont organisés en lien avec des États et en lien avec des États, des puissances occidentales. Parce que quand vous regardez dans ce monde, c'est impossible que des structures s'organisent et s'adaptent aux réalités les plus vraiment intimes de notre monde. Les systèmes de communication où ils gagnent l'appareillage, leur système de défense où ils gagnent les appareillages. Et vous savez qu'en Afrique, l'impérialisme continue de procéder à l'époque comme à l'époque coloniale. On va à la conquête de ces villages, on a pu vaincre le village, on s'appuie sur ces villages, on recrute et on va conquérir le prochain village. Et si vous regardez, c'est entre les pays frontaliers, on attaque et on rentre dans l'autre pays, ou bien les rébellions, c'est de l'autre côté, on forme ça et on vient attaquer l'autre pays. Donc les stratégies, c'est toujours les mêmes. Donc pour moi, on ne peut pas acheter les financements des groupes terroristes ou djihadistes parce que c'est toujours soutenu. C'est quand maintenant l'objectif qu'on veut atteindre avec eux, c'est fini. Ceux-là qui ont créé les choses peuvent mettre fin à ça. Vous voyez, actuellement, en Syrie, la France bombardée depuis, ça a donné quoi? Quand la Russie est partie, voilà, aujourd'hui, on revient pour dire qu'il faut cesser le feu. Donc, chez nous, ça va toujours exister. Mais là, la Russie, pour le cas de la Russie, c'est autre. Oui, c'est une question de positionnement d'intérêt. Les gens ont vu ce qui s'est passé à Bagdad et en Libye. Aujourd'hui, l'Union soviétique, la Russie ne veut pas laisser tomber Bachar al-Assad comme ça, c'est une humiliation. Et chacun profite des puissances pour essayer ces nouvelles armes. C'est ça la réalité. Oui, parfait Silga. Est-ce que finalement le docteur Elliott sera libéré? Je pense que le docteur Elliott serait libéré comme sa femme l'a été si les conditions posées par les ravisseurs sont réunies. C'est tout. Voilà, donc ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'image. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une femme qu'on remet... Mais il y a aussi peut-être ce que ces deux personnalités, en fait, ces deux personnages font dans le nord du Burkina, dans un coin où souvent les structures sanitaires ont souvent du mal à couvrir toute la région. Ils font un boulot formidable et donc... quelque part, il y a le risque de se faire rejeter aussi par les populations. Non, je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux de ce groupe. Est-ce que ce groupe-là, ce groupe qui a pris en otage le docteur Elliott et sa femme, est-ce que c'est un groupe terroriste ou c'est un groupe qui, comme le MNLA, est un groupe indépendantiste? C'est pas un groupe, c'est pas le MNLA. Le MNLA est un groupe antiterroriste. Mais Al-Biratoun n'est pas un groupe Al-Mourabitoun. Oui, ce n'est pas un groupe qui veut seulement l'indépendance. Non, c'est un groupe terroriste. Ils font les choses, ils ont des revendications. Et je pense que dans ce cas-là, tout simplement, allez-y à leur philosophie et vous allez savoir si le docteur Elliott sera libéré, oui ou non. Et là, comme on parle d'échange de prisonniers, mais si l'échange des prisonniers est effectif, le docteur sera libéré. Donc, il faut revenir, avec ces groupes, il faut revenir toujours à leur philosophie et se demander. Donc, quand vous parlez d'âge, quand vous parlez du sexe, de l'otage, non, ce n'est pas ça qui les intéresse, non. Et quand vous parlez aussi
Est-ce que l'image, quelle serait l'image dans l'opinion? Non. Peut-être même que c'est voulu pour, à un certain moment, monter les enchères avec ceux avec qui ils seront en discussion, c'est-à-dire le Mali, enfin, le Niger, le Burkina Faso et peut-être d'autres partenaires. Donc ici, je reviens pour dire tout simplement, si leurs conditions sont réunies, mais le docteur Elliott serait libéré. Oui, et Soumaïla Rabo, on l'a vu aussi, la diplomatie agitante du Burkina, mais aussi du Niger, qui a permis la libération de Mme Elliott. Et on le sait, depuis un moment, le Niger est en train de se placer comme libérateur d'otages dans un certain temps aussi, le Burkina. Et voilà. Est-ce que la relève est assurée à ce niveau? Franchement, moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas, autant pour Blaise Compaoré que pour Mamadou Issoufou. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'on est dans une logique où le groupe terroriste qui a kidnappé les otages veut marchander, en griffe, voilà, sa marchandise, et prend contact avec des États qui sont plus ou moins conciliants, qui peuvent comprendre leur cause, et ils disent ce qu'ils attendent des face-à-face. Voilà, c'est-à-dire, ils se disent, bon, le président nigérien, il peut collaborer avec nous, on prend contact avec lui, et puis on lui dit, on va libérer Mme Jocelyne Elliott, et puis voilà ce qu'on veut, en retour. Voilà. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait une démarche inverse, qui quitte les États pour aller vers les terroristes. Autant ces États-là sont tout aussi terroristes que les terroristes, parce que ça veut dire que ça suppose qu'ils connaissent le système de fonctionnement de ces groupes terroristes et acceptent de collaborer avec eux. Dans ce cas, je m'aligne sur la thèse de Dacier de Bendouté qui dit, mais finalement, ce sont les États qui encouragent le terrorisme. Et dans ces États-là, il faut ajouter les États occidentaux, voilà, qui, à ce que je sache, devraient aider les terroristes avec les armes, les moyens de communication et parfois l'argent. Ne serait-ce que si on prend l'exemple de l'argent qu'ils demandent pour libérer les otages. Mais il suffit de marquer cet argent-là pour qu'il ne puisse pas être utilisé. Pourquoi vous ne le faites pas? On a vu comment on a marqué de l'argent pour retrouver les traces de certains grands bandits dans ce monde. Donc vous ne pouvez pas aller donner de l'argent propre à des terroristes et puis dire qu'ils arrêtent de prendre les gens en otage. Non, il n'y a pas de logique. Moi, je crois que les États même encouragent le terrorisme et il faut mettre fin à ça le plus rapidement. Moi, j'ai dit, dans le cadre de la prise d'otage de Guibo, je suis sûr que l'ancien pouvoir est derrière. Voilà, il y a des choses à demander au Burkina Faso, au nouveau pouvoir burkinabé. Et il y a des moyens de pression possibles. Et puis, on collabore avec nos anciens amis. Parce qu'il y a Gagali. Parce que quand vous dites Al-Mourabitoun, Al-Mourabitoun a revendiqué l'attentat de Ouagadougou, mais pas l'enlèvement du couple Elliott. C'est en Sardine, de Iaga Gali, qui a revendiqué l'enlèvement du couple Elliott. Eux tous, ils sont dans Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais ils ont une certaine autonomie. Et même, ils font la concurrence sur les attaques terroristes. Voilà, c'est ce qui est bien dommage. Tout à fait, c'est un consortium qui veut un peu, je crois, s'affranchir de l'État islamique qui est du côté de l'Asie, et parce que Boko Haram, par exemple, a fait allégeance à l'État islamique. Et du côté de nos pays, là, en Afrique de l'Ouest, il y a un certain nombre de groupes terroristes qui se mettent ensemble autour de Al-Qaïda au Maghreb islamique pour faire autant de mal que l'État islamique fait en Asie. Donc, je crois qu'on peut les cerner et puis les anéantir le plus rapidement si nos chefs d'État et nos ministres des Affaires étrangères veulent. Oui, et là, Djibama, est-ce que ce paradigme est vraiment cerné comme on peut le penser? Il n'y a pas de débat, c'est ce que je disais au départ, c'est exactement ça. Parce que ces pratiques-là, il ne faut pas penser qu'on peut réinventer la roue dedans, c'est comme ça, tout fonctionne comme ça va toujours continuer comme ça. Les gens, ils prennent les otages pour avoir une contrepartie, et tant qu'ils n'ont pas la contrepartie, il ne faut pas se leurrer, ils s'en foutent pas mal de notre morale et tout ça. Quand vous dites que non, ils ont besoin d'avoir la sympathie des populations. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Autrement, ils n'auraient même pas pris l'otage. Quand vous parlez des populations qui sont soignées par ces gens-là, si les gens étaient soucieux, si ces preneurs d'otages étaient soucieux de ces questions-là, ils n'allaient même pas prendre un seul instant ce couple-là, puis le couper de leurs patients qui étaient à l'hôpital là-bas. Ils s'en moquent éperdument, ces gens-là. Et si c'était pour choquer? Bien sûr. Et donc,
eux, ils voulaient quelque chose, certainement, soit c'est de l'argent, ils ont eu cet argent, ils ont libéré, peut-être qu'ils n'ont pas eu suffisamment pour donner les deux en même temps, ils attendent qu'on vienne donner encore pour libérer le mari aussi, si on donne. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut pas Oui, se leurrer. parfait. Le rôle également du pouvoir burkinabé, certainement, Rabo l'a dit, il y a quelque part aussi ce rôle joué par le pouvoir burkinabé aujourd'hui dans ces libérations. Il y va de sa crédibilité, il y va également de son assise, étant donné que c'est un nouveau régime. Oui, certainement. Mais pour vous dire ce que je pense de tout cela, il faut indiquer que ce qu'on a vu avec Blaise Compaoré, certainement ne peut pas être répliqué maintenant avec le nouveau pouvoir. Ça, il faut le dire, parce que avec Blaise Compaoré, il y avait une connexion quand même assez importante, parce que dans la discussion après le coup d'État, Blaise Compaoré a associé et les mouvements indépendantistes et les mouvements terroristes pour pouvoir négocier. Donc, c'est ce qui faisait qu'il avait un certain succès dans la libération des otages. Alors, aujourd'hui, je pense que la situation a complètement changé. En tout cas, en principe... Non, mais en agissant, est-ce que le pouvoir burkinabé ne joue pas sa crédibilité? C'est-à-dire que, quelque part, oui, s'impose également comme un pouvoir capable de défendre ses citoyens, un pouvoir capable d'assurer la sécurité. Bon, pour le moment, on ne sait pas ce que le nouveau pouvoir a fait dans la libération de ces otages. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Pour Blaise Compaoré, on savait que ça, il avait des liens, en fait, depuis les années 90, là, avec des groupes rebelles, avec certains groupes, et ça lui permettait d'avoir un entraînement qui facilitait la libération des otages. Mais avec le nouveau pouvoir, bon, ça vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas savoir quelle était la contribution du nouveau pouvoir dans la libération des otages. Donc, je me réserve en fait de faire un commentaire parce que ce serait aller trop vite en besoin. Mais je dis, on ne peut pas répliquer le scénario de Blaise du pouvoir burkinabé sous Blaise Compaoré à maintenant. Ce serait difficile au regard des enjeux sous-régionaux. Je pense que ça peut être assez compliqué. Oui, deuxième sujet de discussion ce matin, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, qui crie sa colère contre ce que le parti qualifie de Tocqueville à l'Assemblée nationale, des postes raflés par la majorité présidentielle. Dacier de Bendouté, est-ce que, on va le dire franchement, est-ce que c'est digne d'un parti d'opposition, un grand parti comme l'UPC? Dans notre contexte, dans notre philosophie politique actuelle, c'est digne, puisque la politique, on l'a fait en vue d'eux. Maintenant, si on avait voulu faire de la politique noble, c'est bien avant qu'on parte à la conquête de ces postes, qu'à l'interne, l'Assemblée devait s'asseoir pour voir comment on va s'organiser pour partir, occuper ces postes, pour permettre au pays parce que c'est la diplomatie aussi, pour permettre au pays de mieux se positionner. Mais maintenant, si la politique, c'est pour avoir l'argent, chacun veut placer ses amis, on voit que si tu es député à telle échelle, il n'y a plus d'argent parce que j'avais vu avec les autres, mais il va de soi. Mais moi, à mon avis, les gens cherchent les intérêts, mais ça doit nous servir de leçon. À partir de désormais, il faut qu'on prenne une loi pour voir comment il faut moraliser certaines choses. Parce que même ces postes-là, on peut donner à d'autres partis pour permettre au pays de gagner en expérience, pour partager l'expérience, pour partager la diplomatie. Mais si on voit que c'est nous seulement, bon, et ils ont raison de se plaindre parce qu'eux aussi ils rêvaient à quelque chose. Voilà. Oui, et Soumaïla Rabo, quand on conquiert le pouvoir d'État, on se dit qu'on a la capacité de pouvoir le gérer comme il se doit. Et est-ce que pour vous, il pouvait en être autrement pour le cas de l'Assemblée nationale? Non, je crois que si l'UPC vraiment a posé le problème, c'est au regard des négociations qu'il y a eu quelques semaines plus tôt. Par exemple, pour la formation du bureau de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a eu des arrangements politiques pour partager les postes de vice-présidence, également de secrétaire parlementaire, etc. Même si, en temps, le CDP s'était plaint du fait que voilà, l'opposition n'a pas eu un poste de questure, par exemple. Mais pour moi, ces débats-là ne devraient pas
ne devrait pas être menée. L'UPC devrait être au-dessus de ces choses-là. Voilà, 52 postes de parlementaires internationaux, CEDEAO, UEMOA, Union africaine. Oui, on vous a donné seulement 15. Bon, pourquoi vous pensez même qu'on vous a donné? Voilà. Moi, je crois que, voilà, que ce soit 2, que ce soit 5, c'est bon à prendre, quoi. Moi, je crois qu'on ne doit pas rentrer dans cette logique-là, parce que tel que le problème est posé, c'est comme si l'UPC disait, nous aussi, on veut que nos députés aillent à Pretoria pour avoir plus d'indemnités et puis on va financer notre parti avec ça. Je crois que l'enjeu n'est pas là. Si vous devez... Ah oui, c'est tel que les choses se présentent, c'est comme ça. Il faut ramener ça à ce niveau. Alors que ça ne devrait pas être posé de cette façon. Le sujet, l'enjeu devrait être qu'est-ce qu'on va poser comme débat au niveau des parlements internationaux, comment on va défendre l'image du Burkina Faso et les intérêts du Burkina Faso. Ça devrait être de cette façon. Quel député même est capable Quel député est capable d'aller défendre les intérêts du Burkina Faso, de l'Afrique, si c'est à la francophonie par exemple? Voilà, ça devrait être posé en ces termes-là. Mais dit que oui, le MPP fonctionne comme le CDP, c'est le Tougili. Bon, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de vraie matière, quoi. Ils n'ont pas d'autres choses à faire pour le moment. Voilà pourquoi ils s'intéressent à des sujets comme ça. Oui, parfait, Silga. Est-ce que c'est votre avis? Moi, je ne sais même pas quoi dire. J'ai écouté cette conférence de presse. Je voudrais tout simplement dire qu'il faut féliciter le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, et le MPP. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. C'est tout. Est-ce que le MPP était obligé de partager son pouvoir à l'Assemblée nationale? Mais est-ce qu'en ce moment aussi, ça ne pose pas de problème en démocratie? Mais vous parlez de démocratie. Le MPP a gagné. Il a gagné. Il n'était pas obligé de partager les postes comme il a fait. Quand vous voyez, lui, il a parlé de négociations. Il y a eu des négociations qui ont été faites. Et dans cette logique, ils ont dit, bon, dans la tradition de l'Assemblée nationale au Burkina Faso, effectivement, l'opposition a toujours un poste de vice-président. Donc, ils ont dit, ils vont respecter cette tradition et il y a un certain nombre de postes aussi qu'ils vont donner. Et ça a été fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de concertation. Mais après, quand vous voyez... on dit, malgré tout ça, c'est pas suffisant, c'est la logique du Tougili. Moi, je me pose des questions. Et c'est là, je reviens, je me demande aujourd'hui, est-ce que l'UPC est un parti d'opposition? Oui ou non? La question, il faut la poser maintenant. Parce qu'en réalité, moi, je ne vois pas un parti d'opposition demander au parti au pouvoir de lui accorder quelques strapontins. Mais moi, ça me pose un problème, je dirais même pas un problème idéologique, ça me pose un problème idéologique. Parce que vous êtes à l'opposition pour vous opposer, ok? Mais justement, si vous n'avez pas de poste, mais c'est tant mieux. Je pense que le combat là, mais il est là-bas. C'est effectivement dans ce contexte qu'il faut continuer le combat politique. Voilà pourquoi il faut peut-être se demander si on a effectivement quitté le débat. Est-ce qu'on a même, l'UPC, on en a fini avec le débat qui dit il fallait aller avec le MPP ou il fallait rester dans l'opposition. Est-ce que ce débat-là est fini? Je me pose la question. Oui, Ladji Bama, est-ce que nous sommes en train d'assister, comme on le dit en sport, en journée avancée de la bataille de 2020? Voilà. Sans doute, hein, parce que je ne sais pas. Peut-être qu'on est sur la même table et partage. Parfois, a dû me contaminer avec son sentiment. Je ne sais pas vraiment comment les gens de l'UPC ont été inspirés à ce niveau-là. Je n'arrive pas à comprendre leur sortie. Je pense peut-être qu'ils ont dû se rendre compte de leur bourde et puis bon, peut-être qu'ils veulent même plus qu'on en parle. Il faut qu'on passe dessus rapidement et puis on ne va plus en parler. Parce que franchement, je ne sais pas à quelle logique ça répond cette histoire-là. Parce que, comme il a dit, hein, ça dépend de ce que l'UPC veut exactement. On est de l'opposition, bien on veut être au pouvoir. Parce que c'est ça, le problème posé, ça ramène à ça. On est de l'opposition, on se détermine, et puis on s'oppose, et puis on avance. Mais et si ça cachait quelque part, peut-être, oui, cette bataille de 2020 parce que, non. Déjà... Et même là, parce que la bataille de 2020, on se détermine, franchement, on veut être de l'opposition, puis on se bat aussi en tant qu'opposant pour aller à 2020. C'est ça aussi. Parce que moi, j'étais surpris que l'UPC ne parle pas plutôt de la question des chefs de file de l'opposition. Moi, la question, toutes les institutions sont en place déjà, elles sont en train de travailler,
Mais cette institution aussi importante, le chef de file de l'opposition, il ne faut pas l'oublier, c'est une institution aussi importante qu'on aurait dû voir aussi se lancer aussi dans le travail. Mais jusque-là, elle n'est pas encore en place, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Moi, je m'attendais à ce que l'UPC se préoccupe de cette question, voir comment on allait mettre, puisque là, ces locaux sont occupés par la haute cour, elle n'a plus de locaux. On ne parle pas de ça, on parle de postes qu'on devait partager. Je ne sais pas, moi, je suis dépassé. La question a été posée, je pense, à la conférence de presse, et puis l'UPC a répondu que la résolution a été signée par le président de l'Assemblée nationale. Donc, mais depuis quand? Donc, Zéphirin Diabré est en train de s'activer activement pour effectivement mettre en place le truc. Mais j'ai dit qu'au lieu de parler de la répartition des postes là, on aurait pu approfondir le débat sur la déclaration des politiciens du Premier ministre. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi, je prends juste un exemple qui est passé. Quand on dit qu'on va construire 16 amphithéâtres de 500 places en 2016, mais personne n'a remarqué que 500 places à l'université dans les universités, mais c'est anachronique. Quand vous considérez 500 places à l'université pour des effectifs de 1000. Mais oui, mais oui. Voilà, au lieu de se concentrer sur la déclaration de politique, on parle de des postes, on dit non, la déclaration est trop vague, est trop imprécise. Le débat n'est pas sur la déclaration. Oui. Non, pas sur la déclaration. Sur est-ce que l'UPC ne cherche pas ses marques. Moi, je suis convaincu de ça. Voilà. Quand vous regardez même comment l'ancien député Louis Armand Wali fait ses écrits, il dit que oui, l'UPC devrait être avec le MPP dans la gestion du pouvoir. Quand vous lisez le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, dans Mutation, il y a quelques semaines, il a dit mais le MPP n'est pas venu nous voir pour former sa majorité. Voilà. Tu te demandes, mais est-ce que Zéphirin, il veut être chef de file de l'opposition? Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu partager le gouvernement avec le MPP? Là, on aurait tué notre démocratie. Oui, on aurait tué notre démocratie. Armes et bagages. Voilà. Et là, on aurait dit au revoir à la démocratie au Burkina, quoi. On allait se retrouver dans le système Amadou Toumani Touré au Mali. Et c'est bien dommage. Moi, je crois que l'UPC doit s'armer pour affronter le MPP dans le débat démocratique au lieu de pleurnicher là. Je crois qu'on ne doit pas être à ce niveau. Ils n'ont qu'à se raviser rapidement et puis aller au débat d'idées. Oui, pour terminer sur ce sujet d'Acier de Bendouté, est-ce que l'UPC ne gagnerait pas en tant que parti d'opposition, comme l'a dit Rabo, à asseoir les bases d'un grand parti d'opposition en tant que force de proposition, en tant que contre-pouvoir, mais aussi en tant que force de veille? Oui, je pense qu'ils sont conscients à ce niveau, mais le combat de se larmoyer. Non, le combat qu'ils mènent, c'est ce que j'ai dit, et je pense que ça a sa raison d'être aussi. Parce que les postes au niveau de ces parlements internationaux, là, et comment l'Assemblée a prévu les partager? Comment l'Assemblée a prévu les partager? Et moi, je suis patriote, je suis nationaliste. Quand il y a des choses comme ça, quelque part, il faut s'asseoir et voir comment il faut les orienter. Par exemple, aujourd'hui, si c'est des postes qu'on donne au Burkina, il appartient aux députés ou à l'Assemblée burkinabé de répartir ces postes en fonction de leur ambition. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est des postes qu'on donne au parti au pouvoir ou bien c'est des postes qu'on donne au peuple burkinabé? Si c'est des postes qu'on donne au peuple burkinabé, il va falloir que l'Assemblée, moi je suis pour que par consensus, il puisse répartir, même avec ceux-là qu'on dit que c'est l'opposition radicale ou bien même si le... Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on pense... Mais c'est comme ça que ça se fait. Oui. 8 postes sur 52, donc le consensus est... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. La plainte qu'ils sont en train de faire là, ça a un sens parce qu'ils n'ont pas peut-être dit les noms dits du dit. Non, nous on a compris. Voilà. Non, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas raison de poser le problème, mais le porter au niveau où ils ont porté une conférence de presse pour parler de Touguili, moi je crois, ils ont dit qu'on leur avait attribué 12 postes. Et ils ont voulu claquer la porte, et puis Salif Diallo a demandé de leur ajouter 3. Voilà. Bon, donc il n'y avait pas de règle. Si, il y a la règle. Depuis règle, les anciennes assemblées nationales, c'est au prorata du nombre de députés que vous avez eu. Vous voyez, ça veut dire... parce qu'aujourd'hui, là, ce qui peut-être peut fausser, c'est qu'en plus des 55 députés du MPP, il y a les 14 députés du groupe Burkina. Voilà. Ça fait que la majorité est un peu... confortable. Voilà, elle est confortable, mais elle est un peu plurielle, quoi. Il y a une majorité dans laquelle il y a encore
d'autres partis politiques. Donc si l'UPC fait les calculs en fonction de l'UNIPS a eu ça, l'UMPP a eu ça, le NTD a eu ça, ça risque de fausser. Il faut peut-être calculer en fonction de la majorité des groupes parlementaires. Voilà, des groupes parlementaires. Donc c'est pourquoi je dis il faut des règles claires. Parce que nous, jeunes qui sommes là, qui suivons ça aussi, ça prépare toute la conscience nationale à une vie, comme on aime le dire, une vie démocratique. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, là, c'est une culture, c'est une éducation. Voilà, donc moi je pense qu'à l'heure où nous sommes, on doit plutôt penser à construire, pas à faire des débats souvent qui ne nous avancent pas. Mais toujours est-il que... ils viennent de commencer, on va attendre de voir comment les débats vont se faire à l'Assemblée. Oui, je pense qu'ils doivent travailler à avoir un jour la majorité à l'Assemblée. Mais vous avez dit qu'ils s'opposent. Oui, ils ont commencé à s'opposer déjà. Ils s'opposent comme Donc, tout. là, Bama, un peu comme on le dit dans le langage vulgaire, ils n'ont qu'à quitter dans ça. Ok, troisième sujet, la déclaration du gouvernement sur les groupes privés de sécurité, les Kolwego. Le gouvernement a fini par parler, Soumaïla Rabo. Le gouvernement estime qu'il faut encourager certainement ces initiatives, même si la copie reste à parfaire. Seulement, le syndicat des magistrats estime qu'il faut aller purement et simplement à sa dissolution. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un durcissement des positions ? Les positions sont ici, là, plus que durcies et ce n'est pas exclu que les syndicats de magistrats, il y en a 3 qui ont signé les récentes déclarations, durcissent le ton, disent on va même aller en grève, même si ça m'étonne que les magistrats parlent de grève, ils n'ont pas le droit de grève normalement. Oui, mais ils peuvent trouver des moyens de pression sur le gouvernement. Mais moi, je crois que franchement, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec les magistrats. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec eux. J'ai lu leur déclaration et pour résumer, je dis qu'elle est légitime parce qu'ils ont le droit de poser les problèmes qui leur paraissent préoccupants pour leur profession, mais c'est une déclaration passionnée. À lire la conclusion, on s'en rend compte, et on va transférer tous les dossiers judiciaires à Korlouero, comme si c'était des jeunes qui étaient en train de se chamailler. Non, moi je crois que le problème doit être posé froidement et analysé. Pourquoi les Korlouero n'existaient pas avant sous cette forme-là, hein? Peut-être, si vous posez cette question-là, vous allez comprendre que la nature a horreur du vide et que la sécurité qu'on offre aujourd'hui aux populations, en particulier rurales, semi-urbaines, n'est pas suffisante. Et qu'il y a un déficit de sécurité, d'agents de sécurité, de systèmes de sécurité, qui fait que les gens sont obligés de s'impliquer eux-mêmes personnellement, avec leur propre énergie, leur propre argent, dans la défense de leurs propres intérêts. Parce que quand on est magistrat, on est dans son bureau et puis on analyse, c'est facile. Mais quand on est paysan, on a élevé un bœuf, 10 moutons avec 5 chèvres, et puis avec ça on règle la scolarité de son enfant, on réfléchit autrement. Et on marie également les femmes. On marie également les femmes, et voilà, on dote, tout ça. On réfléchit autrement. On se dit, mais il ne faut pas laisser ça au petit bandit du quartier qui va venir l'enlever alors que le policier, il est à 10 km. Le commissariat de police, il est à 20 km de chez moi. Moi, je prends des précautions. Et quand les magistrats disent dans leurs déclarations, il faut démanteler. Bon, des gens qui n'ont pas de reconnaissance officielle. Dans la pratique, comment vous demandez au ministre d'État Simon Compaoré de démanteler les Korlouero? Est-ce que les citoyens, Dassi et moi, on est dans le même quartier, on n'a pas le droit de voir comment on gère nos 2 maisons-là pour les mettre à l'abri des voleurs? C'est notre droit. Puisque la liberté d'association là est garantie par notre Constitution. Maintenant, s'ils disent qu'il y a des travers, je suis d'accord. Mais pourquoi ils pensent qu'on ne peut pas surmonter les dérives des Korlouero? On peut les encadrer. Quand Blaise Compaoré était là, il y avait la police de proximité. Les magistrats s'y sont opposés. À ma connaissance, non. On inscrit les Korlouero dans la police de proximité. On les encadre, on leur donne une feuille de route. On dit que vous avez un rôle de signalement et vous collaborez avec les forces de sécurité. Et puis le problème est réglé. Mais on n'a pas dit, oui, il faut les démanteler, et puis vos policiers là ne résolvent pas nos problèmes. La gendarmerie n'est pas à proximité pour nous empêcher d'être volés. Quand on est à l'Est, c'est le cas. Donc vous dites, on fait comment? Moi, je suis en droit de me protéger si l'État ne me protège pas. Oui, Ladji Bama, est-ce que finalement, cette déclaration du gouvernement n'apporte pas de l'eau au moulin de ceux qui trouvent que c'est une bonne initiative, même si des ajustements sont nécessaires? Non, je crois que c'est vrai. C'est le genre de problème qu'il faut, comme Rabo l'a dit, poser avec beaucoup de
de tempérance et puis vraiment l'analyser très froidement parce que effectivement cette question de sécurité au Burkina aujourd'hui elle atteint un stade où il faut vraiment s'asseoir et puis prendre tout en compte. Il ne faut plus se lever par un coup de tête et puis bon, prendre des décisions comme ça. Parce que les Kourouégo, effectivement, quand on regarde bien de près, surtout quand on va dans les régions où ces gens existent, quand on écoute un peu les populations, ces groupes-là ne sont pas aussi vomis que ça, ils ne sont pas aussi réputants que ça. Je crois qu'ils apportent beaucoup aux gens qui reconnaissent en eux, en tout cas, une certaine légitimité, un certain apport en sécurité. Et je pense que c'est pourquoi ils sont en train de prendre de l'ampleur. Donc, il ne faut pas se lever du jour au lendemain qu'on dit qu'il faut les rayer du paysage national et puis penser que ça va résoudre le problème. Mais en même temps aussi, Rabo fait bien aussi de le soulever. Il faut vraiment éviter que ça prenne des allures de choses qu'on peut aussi laisser comme ça aller dans tous les sens, avec tous les travers aussi qui peuvent aussi en résulter. Parce qu'il faut le reconnaître, ces gens, quand bien même ils font du bon travail, souvent, quand on voit certaines images, surtout avec des gens qui se trouvent des dos brûlés et tout ça, des gens qu'on... Bon, je crois que là aussi, il y a un problème qu'il faut pouvoir poser aussi, puis le résoudre aussi froidement, quoi. Donc, voilà ce que moi je peux dire à ce niveau. Oui, parfait, Silga. On a comme l'impression également que ces Kourouégo s'inscrivent dans peut-être le substrat culturel aussi de ces régions-là. Parce que pour les constituer, on a recours à la tradition. Il y a un certain nombre de rites entre griffes qui ne disent pas son nom. Voilà. Pour mettre en place ces Kourouégo. Et il nous est revenu même dans certains témoignages qu'il y a des voleurs qui ont volé et après qui sont venus se déclarer coupables. Voilà. Est-ce que tout ça, il ne faut pas regarder le fait comme l'a dit les confrères sur ce plateau? Oui, en fait, comme dans bien de domaines au Burkina Faso, la tradition et la modernité se côtoient allègrement. Oui, quand vous regardez la gestion du foncier, aujourd'hui, on a la réforme agraire de foncière, mais quand un problème se pose entre deux communautés, est-ce que c'est devant le préfet qu'on va résoudre le problème ou c'est devant le chef coutumier? Alors, dans le domaine de la sécurité aussi, tradition et modernité s'allient. Et là, je pense que c'est un peu tout ça qui fait que les Kourouégo ont pu s'installer parce qu'elles répondaient à un besoin pressant des populations. Et voilà pourquoi ceux qui pensent qu'il faut les rayer avec un décret là, je pense qu'ils vont trop vite en besoin. Parce que quand vous regardez la situation, on se rend compte que c'est compliqué. On ne peut pas du jour au lendemain dire les Kourouégo, ça n'existe plus. Non, je pense que c'est ça. Voilà pourquoi la position des magistrats, ils ont raison de dire, hein, parce que quand on voit effectivement des Kourouégo qui font un tribunal en plein air et qui posent des questions avec quelqu'un qui est attaché à un arbre. Donc il y a cette question de défense des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine. Il y a des problèmes qui sont posés par les pratiques des Kourouégo. Mais dire qu'il faut les démanteler, je pense que c'est quand même... c'est pas... Enfin, il faut être réaliste. Le problème, c'est ça, il faut être réaliste. Quels sont les problèmes qui sont posés par la mise en place des Kourouégo? C'est le besoin de sécurité. Qu'est-ce que l'État fait pour résoudre ce problème? Voilà, ce sont les questions qu'il faut poser. Parce qu'il y a des problèmes au niveau de la sécurité, il y a des problèmes au niveau de la justice. Et c'est deux gros problèmes. Imaginez-vous qu'en 5 ans d'indépendance, on n'a pas encore réussi à avoir un commissariat de police dans chaque département au Burkina Faso, malgré tout ce qui a été mis comme moyen. Mais voilà, donc, c'est-à-dire que le problème est posé de telle sorte qu'il faut trouver la solution là dans la concertation. Je suis d'accord avec les magistrats quand ils disent qu'il faut revoir les choses, et il y a des dérives et tout cela. Mais le gouvernement aussi, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision, c'est-à-dire d'instaurer le dialogue et surtout de travailler à ce que les Kourouégo là soient encadrés. Parce que c'est ce que nous tous nous attendons. Parce que tous les jours, chaque fois qu'une conférence de presse
des gendarmes et des policiers finit, c'est toujours avec un appel à collaborer. Et l'appel est toujours adressé à la population. Quand vous regardez, il y a même eu beaucoup d'affaires où c'est effectivement un coup de fil anonyme qui a permis à la police de commencer une enquête. Donc, si aujourd'hui nous disons qu'il faut démanteler, ça veut dire que quelque part on va freiner la collaboration de la police. Et là, la collaboration de la population, comme je voudrais le dire, et là je pense que ça risque de ne pas être bien. Donc il faut travailler à ce que les droits de l'homme soient respectés. C'est-à-dire la présomption d'innocence, qu'il n'y ait pas aussi des dérives en ce qui concerne des traitements inhumains. Mais il faut aussi travailler à ce que le besoin de cette population, les besoins de cette population en matière de sécurité et de justice là, soient comblés. Parce que c'est bien beau de s'asseoir dans son bureau, comme les maïsins, et dire, bon, voilà, ils veulent retirer nos prérogatives. Mais en attendant, quand on attrape aujourd'hui un voleur de moutons, on l'envoie à la Manco, il fait 6 mois, et personne ne le regarde. Et ensuite, on va le juger, on le condamne à 3 mois. Bon, voilà, il y a des voleurs de moutons qui vont paroter dans les maisons d'arrêt pendant des années. Mais écoutez, les Burkinabés, ils regardent tout ça. Oui. D'acier de Bendouté. Et comment peut-on garder ces groupes de sécurité privés, mais en même temps aux côtés des forces de sécurité? Départ de ma formation de base, je ne peux pas avoir les mêmes positions que les magistrats. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Toute vie, c'est-à-dire tout être vivant, a en soi un système de défense et de sécurité. Même les arbres, les animaux, et toute société s'est organisée toujours parce que la sécurité précède le développement. Et le problème que les magistrats posent, ils oublient totalement l'histoire du droit européen dans nos pays. Les chefs de canton étaient-ils lettrés? Les gardes-cercles, ils étaient lettrés? Comment les colons ont fait pour mettre des chefs de canton, des gardes-cercles, des tribunaux avec des illettrés qui ont fait fonctionner l'État colonial jusqu'à 1984. C'est en 1984 qu'on a démantelé les cantons. Ce n'est même pas fini, d'autres poursuivent toujours. Et quand vous prenez aujourd'hui ces questions de Kolwego, les magistrats veulent cacher un problème, les revendications à travers un problème social qui se pose à nous. Les Kolwego existaient bien avant qu'ils n'en fassent l'actualité. C'est avec l'attentat et avec les regains d'insécurité qu'on connaît, que ça a refait surface. Sinon, le Kolwego a toujours existé chez tous les peuples burkinabés. Et maintenant, quand on parle aujourd'hui de dire qu'il faut les encadrer, il faut les légaliser, il faut faire quoi? Non. Il ne faut pas prendre nos populations là. Il ne faut pas les prendre comme des... Même s'ils sont illettrés, elles ne sont pas bêtes. Chez moi, au département de Gomlora et Boussera, c'est 2 départements qui font frontière avec le Ghana. Il n'y a ni police ni gendarmerie. Le commissariat le plus proche, c'est celui de Lengouin. À Lengouin, qui fait frontière au Ghana, il y a 5 policiers. Le commissariat le plus proche encore, c'est Gawa. Et quand tu prends des zones comme Périban, les Péré et autres, Péré, la zone oubliée du Burkina, là, ils ont quel système de sécurité entre 2 frontières? Les magistrats, c'est des hommes de bureau, ça ne sont jamais des gens de terrain. Ils ne peuvent pas venir sortir dire qu'il faut que, si l'État, heureusement, si l'État avait dit qu'il faut qu'on interdise les Kolwego, la population avait le droit et le devoir de poser plainte contre l'État et ils vont gagner des millions. Parce que la population a le devoir et le droit de se protéger. Quand les gens parlent de droits, il faut qu'ils comprennent c'est quoi les droits européens. Prenez les États-Unis, c'est l'une des premières puissances militaires au monde. Ils ont la CIA, le FBI, le NSA, qui écoutent les appels téléphoniques et autres. Mais est-ce qu'il y a une population, un pays au monde où on vend plus d'armes que les États-Unis? Vous avez vu les dernières attaques, Obama même est sorti dire qu'il faut qu'on revoie la vente d'armes aux populations. Mais pourquoi chez nous, des pauvres paysans qui se lèvent, qui s'organisent selon leur culture pour pouvoir aider l'État à atteindre des objectifs sécuritaires? Des gens sont là qu'on paye très cher d'ailleurs, qui ne connaissent pas les problèmes sécuritaires de nos populations.
avec des prisons surpeuplées. Au Congo, aujourd'hui, quand Fousseni Kindo amène Dao en prison, c'est toi qui vas me nourrir. Il y a des pays africains comme ça. Quand on dit droit de l'homme, comment les populations africaines vivaient avant l'arrivée des Blancs? L'Afrique de l'Antiquité égyptienne jusqu'à l'Afrique précoloniale n'avait pas de prison. Comment se faisait la justice? Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on se base sur notre groupe socio-professionnel pour discuter un problème réel qui est là devant nous. Il faut même... Non. Quand on dit dérive, c'est absolument faux. Quel est le rapport qu'on a produit? Et ces dérives-là, comment nous les concevons? C'est pas... Non, attends, je termine. Non, je termine. Il ne faut pas m'écouter, je termine. Quand on dit, par exemple, que parce qu'on a attaché quelqu'un avec une corde, et que c'est une dérive, c'est absolument faux. Allez-y à l'hôpital Yalgado. Il y a des sévices corporels. Non, il y a des... Je termine. Pourquoi je dis... Non, je termine. Attendez, je termine. Parce qu'il faut comprendre mes idées pour ne pas me taxer d'extrémiste. Quand à Yalgado, on amène un malade prisonnier pour soigner, on le menotte contre un lit. Vous pensez qu'en matière de droits humains, moi je ne parle pas de droits humains à l'occidental, mais à l'africaine. Quand dans les prisons, on va préparer un riz sans sel, ou bien, regardez le repas que les prisonniers mangent, où sont les droits de l'homme? Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ont attaché quelqu'un avec une corde qu'on va venir dire qu'il y a des dérives. Pour qu'on puisse parler scientifiquement et intellectuellement, si le sujet est bien posé, l'État burkinabé, le ministre d'État Simon Compaoré, n'a qu'à commanditer un rapport sociologique sur la question pour pouvoir maintenant situer les cas de dérive avant maintenant qu'on commence à poser le problème. Et il faut réformer la justice. Oui, pour terminer sur on n'est pas contre les magistrats, c'est un problème réel qui est là. Moi, je suis sur la ligne de Dacier, sauf quand il rentre dans les extrêmes et puis il encourage les violations des droits de l'homme. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, je veux dire, moi, ma position, c'est que, non, si c'est l'État, si c'est la justice qui a mis, par exemple, quelqu'un en prison et qu'il est maltraité, on peut situer les responsabilités. Voilà. Mais une justice privée... des droits de l'homme ou bien c'est pas un bafouement des droits de l'homme? C'est clair. Et le MBDHP, les organisations des droits humains posent le problème de la surpopulation carcérale, le problème du non-respect des droits de l'homme, de l'humanisation des prisons régulièrement. Maintenant, quand c'est des individus, un groupe privé qui se donne le droit d'attacher quelqu'un présumé innocent et de l'interroger et de l'amender, là, ça pose problème. C'est sur ce point précis-là que je suis d'accord avec les magistrats. Chacun a son rôle dans la société. C'est nous qui sommes garants du respect des lois. Si quelqu'un viole les lois, c'est devant nous qu'on doit le présenter pour que nous voyons qu'est-ce qui est prévu par les textes. En ce moment, notre société est organisée et ça marche. Maintenant, quand les magistrats franchissent le pas et ils disent personne ne doit faire ce travail-là à notre place. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Alors qu'on voit que manifestement, vous n'avez pas tous les moyens pour faire ça, pour assurer la quiétude avec vos officiers de police judiciaire. En ce moment, les populations là peuvent suppléer à ce manque-là en s'organisant autrement. Il suffit d'avoir une collaboration avec l'État. Et moi, j'insiste sur le fait qu'on doit inscrire ça dans la police de proximité. Et le gouvernement a pris une décision après les attentats, premier conseil des ministres, après les attentats du 15 janvier, pour dire on va redynamiser la police de proximité. Il faut inscrire ça là-dedans et faire en sorte que tous ceux qui sont volontaires dans les corps louéraux là collaborent avec la police et la gendarmerie et fassent des réunions régulièrement. Et s'il y a quelqu'un qui est suspect, qu'on le signale. Et puis la police, la gendarmerie qui est formée pour ça, va s'en occuper. Mais il n'y a pas les grands principes, nous on va transférer nos dossiers parce qu'on voit que le gouvernement veut travailler avec Corloébo, pas avec magistrat Boss. Là, je crois que c'est pas bien. Merci Dacier de Bendouté d'être venu pour ce débat. Je rappelle que vous travaillez à Radio Jeunesse. Et Bernard Bougouma de Radio Omega va prendre votre place pour qu'on aborde le dernier sujet de ce débat de presse de ce matin, le réquisitoire du procureur de la Cour spéciale africaine qui juge Hissène Habré, Parfait Silga. Le procureur demande la prison à vie pour l'accusé et on l'a vu récemment, les pays africains demandent à sortir de la Cour pénale internationale, la CPI. Et comment alors avoir une exigence de vraie justice pour nos pays, alors que, bon, beaucoup d'entre nous aussi sont souvent coupables de crimes odieux, de crimes contre l'humanité. Oui, dans cette histoire de la Chambre africaine qui a jugé Hissène Habré, il faut dire d'abord une chose, c'est que cette Chambre a été financée à 90% par des partenaires étrangers. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté des Africains d'abord qui s'est exprimée dans cette Chambre. Certes,
on peut dire que globalement, les choses se sont bien passées, le procès s'est bien déroulé. Mais pour en revenir au fond, c'est-à-dire que ça nous pose un problème. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes sûrs que cette expérience sera répliquée chaque fois que un dirigeant africain sera poursuivi? Et ça, je ne pense pas. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la position des chefs d'État africains qui veulent quitter la CPI, je pense que ça va être acté peut-être au prochain sommet ou bien dans 2 sommets. C'est presque sûr que l'Afrique va quitter la CPI. Mais qu'est-ce que les États africains nous proposent? C'est ça. Là où il faut poser le débat, c'est à ce niveau. Regardez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est basée en Gambie. Un pays où tous les jours on tue des gens. Un pays où tous les jours les journalistes sont maltraités. C'est dans ce pays-là que le siège de la Cour africaine se trouve. Et demander combien de pays africains ont ratifié le protocole de la Cour africaine. Non, ils ne sont même pas nombreux. Donc, en même temps, ils veulent quitter la CPI, en même temps, ils ne veulent pas renforcer, les États ne veulent pas renforcer la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et ils ne veulent pas s'engager visiblement aussi à soutenir des cours spéciales comme ce qu'on a vu au Sénégal avec le procès de Hissène Habré. Vous m'excusez d'aller directement, parce que moi, le problème, on va peut-être juger Hissène Habré, mais l'avenir, c'est quoi en matière de respect des droits de l'homme? Parce qu'en réalité, c'est vrai que la CPI, à un certain moment, a donné des verges pour qu'on puisse la battre, parce que c'est les Africains, il y a un certain nombre de dérives quand même qu'on a connues à la CPI. Mais en même temps, les Africains, je pense que les dirigeants africains aussi veulent ôter de leur tête une épée de Damoclès. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la CPI, il y a peut-être des dirigeants qui hésitent avant de poser un nombre d'actes. Mais là, aujourd'hui, quand tu enlèves la CPI, je pense que maintenant, là, c'est le boulevard pour la violation massive des droits de l'homme. Et vous êtes sûr qu'après votre départ de la tête des États, là, c'est l'impunité totale. Donc, je pense qu'il faut que les Africains y réfléchissent. Oui, et Bernard Bougouma, est-ce que c'est votre avis? On veut une chose et son contraire. Et finalement, comment être crédible face souvent à cette impunité et se faire respecter aussi pour nous, pays africains, qui sommes épris de justice, mais aussi d'égalité? D'accord, merci. Je pense que c'est d'asseoir une justice à même de juger ces crimes-là dans ces pays. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de quitter ou de rester à la CPI, c'est de garantir une justice où, effectivement, quand vous avez enfreint aux droits de l'homme, que vous puissiez répondre. Je pense que c'est cette alternative-là que les États africains doivent donner. Et puis, le porteur de ce projet de faire défection de la CPI est porté par Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto, qui ont été soupçonnés à tort ou à travers. Il n'est pas le seul, il y a environ 34 pays africains. Oui, mais c'est Uhuru qui a fait la proposition et qui a défendu le projet lors du 26e sommet de l'Union africaine. C'est lui qui a défendu le projet de quitter. Parce que pour lui, on s'en prend qu'aux pays africains. Hissène Habré a mis combien de temps avant de pouvoir être jugé? Bon, je pense que c'est toutes ces garanties-là. Le Sénégal aujourd'hui est doté d'une cour qui peut juger, mais on a pris combien de temps pour en arriver là? Et c'est comme Sénégal a dit, si aujourd'hui il n'y a pas la CPI qui plane comme une épée sur la tête de ces dirigeants-là, mais rassurez-vous, on n'est pas à l'abri. Souvenons-nous, lors du putsch des 16 et 17 septembre au Burkina Faso, les crimes qui ont été commis sont passibles d'être jugés devant la Cour pénale internationale, parce qu'on a utilisé des armes de guerre contre des populations civiles aux mains nues. Alors aujourd'hui, si le Burkina n'a pas un tribunal pour faire face à certains analystes même remontent à l'insurrection populaire d'octobre 2014 en disant qu'ici, il n'y avait pas peut-être cette menace de juger Blaise Compaoré peut-être devant une cour comme la CPI. Certains estiment qu'il aurait pu ne pas quitter. Tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, c'est à ça que nous faisons face. Si aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir autant que faire se peut et qui sont rassurés qu'il n'y a rien, quand il y aura des difficultés ou bien des morts d'hommes à répondre, bien entendu, c'est un boulevard pour faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je pense que c'est surtout ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas qu'on ne s'acharne pas sur l'Afrique ou on s'acharne sur l'Afrique, c'est quelle garantie
l'Afrique et les dirigeants africains donnent en matière de justice. Moi, je pense que c'est beaucoup plus cela le défi quand on tient compte des derniers propos d'Alassane Ouattara. Je n'enverrai plus personne à la CPI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ladjibama. Non, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un débat sur RFI où quelqu'un disait comme ça au chef d'État africain qu'au lieu de souvent convoquer des référendums pour demander s'il peut faire un troisième mandat ou pas, ils n'ont qu'à convoquer des référendums pour demander s'il peut quitter la CFI ou pas. Demandons aux populations africaines si la population africaine veut que les Africains quittent la CPI ou pas, on saura vraiment s'il faut quitter la CPI ou pas. Parce que moi, je suis convaincu que si jamais on organise ce référendum-là, c'est peut-être à 1000% que les gens voteront qu'on veut rester à la CPI. Parce que c'est quoi? Nos chefs d'État qui crient aujourd'hui à quitter la CPI, là, c'est pas pour le bonheur des Africains qu'ils font ça. C'est pour eux-mêmes, leur propre salut, ils le font. Parce que la plupart d'entre eux savent ce qu'ils se reprochent. Sinon, moi, je ne sais pas. La grande critique qu'on fait à la CPI aujourd'hui, c'est de dire oui, on ne juge que des Africains. Mais est-ce qu'on a déjà envoyé un Africain à la CPI qui ne méritait pas d'aller là-bas? Voilà la question qu'on doit poser. Est-ce qu'on a déjà envoyé un Africain à la CPI à qui on ne reproche absolument rien? Il y a d'autres nationalités qui méritaient d'aller à la CPI. Justement. Vous prenez Israël. Justement. Moi, je dis, sur ce point aussi, attendez. Sur ce point aussi, moi, je dis, qui n'ont pas ratifié. Sur ce point, je dis, la solution, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses. Si c'est le cas, la solution, c'est pas de dire qu'on quitte. Faisons en sorte qu'on emmène tout le monde. Il ne faut pas tirer vers le bas, moi, je me dis. Non, on est d'accord que tout le monde ne vient pas. On s'entend que bon, je fais partie. La CPI a déjà commencé quelque chose. On a déjà commencé quelque chose. Au lieu de dire non, comme tout le monde ne vient pas, on garde tout et puis on s'en va. Non. Laissons le peu qui est déjà fait là. Et lui, pourquoi on arrange? Amenons George Bush aussi à la CPI, on va le juger. Pourquoi on ne peut pas le faire, on ne peut pas le demander? Mais de dire non, comme on n'envoie pas tout le monde là-bas, non, gâtons la CPI et puis on va aller s'asseoir chacun chez nous. Moi, je dis, ce n'est pas la solution. Je suis désolé. Non. Soumaïla Arabo, même pour revenir. Oui, allez-y. Oui, Fousseini, tout le monde a raison. Parce que quand on analyse le problème au fond, mais s'il n'y a que nous qui sommes jugés, pourquoi? Voilà, ils ont raison de poser le problème aussi sous cet angle-là. Et c'est pourquoi leur revendication a une certaine légitimité. Maintenant, si c'est pour s'organiser l'impunité totale sur le continent, voilà. C'est là où tout le problème est posé. Moi, je crois que quand on pèse les pour et les contre, je crois qu'aujourd'hui, c'est, comme Ladi Balama l'a dit, c'est la société civile africaine qui doit s'organiser pour faire valoir. En son temps, il nous est revenu que c'est même cette société civile qui a poussé nos États à ratifier. Je crois qu'il faut revenir. Il y avait des pressions extérieures. Tout à fait. Je crois qu'il faut revenir à ce niveau et puis marquer les chefs d'État pour leur dire si vous quittez la CPI, c'est pas pour que on vous consacre l'impunité. C'est pour qu'on fasse valoir notre droit en tant qu'Africains de dire que s'il n'y a que nous qui sommes jugés, nous ne sommes pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez faire n'importe quoi sur le continent. Et je crois que la société civile africaine peut trouver aujourd'hui la solution. Voilà. Si on ne quitte pas la CPI, on y reste, mais rien n'est garanti que dans 10 ans, les États-Unis vont venir. Israël va venir. Et on est bien parti pour que ces pays-là ne viennent pas. Ceux qui, surtout, violent les droits humains dans d'autres pays. Voilà. Donc moi, je crois qu'on peut trouver la solution avec la société civile qui doit s'organiser pour faire pression. Au Burkina, par exemple, je sais qu'il y a des organisations de défense des droits humains, des militants qui se sont organisés pour encourager et pour défendre le droit de la CPI, de bien travailler et d'avoir les moyens pour juger les chefs d'État, mais pas seulement, tous ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. Oui, Bernard Bougouma, on l'a vu même, le procès ici à Nabré, l'accusé a été amené de force au tribunal, il ne reconnaît pas le tribunal, il ne reconnaît pas les juges, et puis bon, finalement, comment on peut expliquer cette attitude? Est-ce qu'il se reproche quelque chose sur la conscience ou c'est quoi exactement? Non, je pense que c'est beaucoup plus une communication qu'il a voulu envoyer, pas qu'il ne reconnaît pas l'autorité des juges, pas qu'il ne se reproche rien, pas qu'il n'a pas lourd sur la conscience. Non, je pense que c'est à sa façon, c'est un système de communication, de défense que
un moyen de vente seulement que Hissène Habré a trouvé. Et puis, bon, à la face du monde, on voit un vieil homme malmené qui inspire de la pitié, bon, finalement, qui veut se jouer les innocents. Je pense que ce n'est plus ni moins que ce signal-là qu'Hissène Habré a voulu envoyer à toute la communauté internationale, pas plus que cela. Sincèrement, c'est l'analyse que moi je fais. Sinon, il n'y a pas de raison. Parce que, est-ce qu'il y a eu mort d'homme ou pas? Est-ce qu'il a été chef d'État ou pas? Pendant qu'il était président, est-ce qu'il a commis des crimes ou pas? Alors, s'il y a eu des crimes qui ont été commis, lui, en tant que chef d'État, quand en Afrique, on charge de tous les pouvoirs, chef suprême des armées, qui a droit de vie ou de mort, premier citoyen, est-ce que si, pendant sa présidence, est-ce qu'il y a eu des morts, des pertes en vies humaines? Si oui, quelle est, lui, sa part de responsabilité? C'est simple à répondre comme question. Mais s'il faut refuser et puis on vous trimballe, je pense que c'est beaucoup plus... c'est une communication qu'il est en train de donner, mais bon, malheureusement, je pense que ça ne passe pas bien. Il est passé à côté de la plaque. Il a passé à ça, c'est clair. Merci à vous, Bernard Bougouma de Radio Omega, d'être venu nous voir. Certainement, en fonction de votre disponibilité, on vous retrouvera à d'autres occasions pour discuter davantage et approfondir les sujets commentés par les éditorialistes. Merci à Soumaïla Rabo, rédacteur en chef de Savane FM, d'être passé. Merci à Ladji Bama, rédacteur en chef du journal d'investigation Les Reporters. Et merci à Parfait Silga, rédacteur en chef du quotidien Notre Temps. Merci également à mon ami Dacier de Bendouté de Radio Jeunesse. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention. C'est tout pour ce numéro de débat de presse de ce matin. Très bonne suite de programme sur la RTB.